Alors, Maître Sanviti, vous êtes ancien enseignant dans le cadre du département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines, qui dépend de l'Institut de criminologie à Panthéon-Assas. Vous avez mené différentes études et travaux, essentiellement consacrés aux aspects institutionnels du pouvoir et à la réforme de l'institution judiciaire. Vous avez publié plusieurs articles, plusieurs ouvrages, essais sur la démocratie au pouvoir, l'avocat face à deux mondialisations, les entreprises et les mafias. Donc déjà là, ça plante le décor. Vous êtes fondateur du site Justice et Démocratie, vous participez au Cercle K2, et vous êtes cofondateur avec Laurent Inker du prix Giovanni Falcone, qui d'ailleurs a été décerné il y a maintenant 2 mois. Et vous êtes, entre autres, mon principal pourvoyeur en livres bien évidemment de très haute qualité, et je vous en remercie. La liste qui a été établie par le commissaire Signolet, en définitive, il eût été possible que ce soit l'introduction d'un colloque comme celui-ci, puisque à chaque colloque, on apprend énormément, les intervenants notamment, éventuellement les personnes qui nous posent des questions, parce que j'ai toujours considéré que ce type de colloque, ces événements, sont utiles et permettent de mieux appréhender le niveau de connaissance, de méconnaissance, de qualification. Le commissaire Signolet parlait à l'instant de sémantique, donc j'ai pris quelques notes. Et quel que soit le plan que j'avais prévu, les interventions depuis ce matin et l'intervention du commissaire Signolet font qu'on bouleverse et on modifie en quelque sorte l'ordre des choses. Rofer m'avait confié, dans le cadre de l'Institut de criminologie, à traiter, j'ai fait un diplôme de 3e cycle, je travaille depuis une 50aine d'années sur la réforme des institutions, avec 2 priorités. La réforme de l'institution judiciaire, vous savez que dans la Constitution, c'est une autorité, ce n'est pas un pouvoir, et une réforme sur le plan institutionnel importante, l'adaptation en France de la démocratie directe. Pourquoi ? Tout simplement parce que le commissaire Signolet, à l'instant, évoquait la sémantique. Les personnes, les individus, les puissances financières qui entendent prendre le contrôle de l'économie mondiale, ça passe nécessairement par un lavage de cerveau. Alors, il y a eu dans le monde, vous le savez, des empires qui ont existé, et à chaque fois, l'empire en place a imposé le servage, l'esclavage, a imposé sa culture, a imposé en quelque sorte la qualification de ce qui est mal, ce qui est bien. Et en définitive, on le constate maintenant, mais c'est pas évident. Je reconnais que rétrospectivement, c'est beaucoup plus facile. Mais tout simplement, la France est un pays vaincu. Un pays qui a perdu, effectivement, sur le plan industriel, sur le plan de l'agriculture, sur le plan de la culture, sur le plan de la sécurité, on vient de l'évoquer. Et Rofer, récemment, avait commis un article sur la sémantique en disant, effectivement, il s'agit de banaliser en quelque sorte l'insécurité, et on ne parle plus de cadavres, on parle d'un corps sans vie. On ne parle plus de consommateurs, de dealers, on parle de consommateurs. Il disait comme au supermarché, vous voyez. Bon. Donc ça fait partie de ce lavage de cerveau où, en définitive, ceux qui veulent le contrôle, et la France, j'insiste bien là-dessus, la France était le pays le plus vulnérable et le pays à abattre, pour 3 raisons qui sont très simples. Sa religion, qui, bien entendu, l'évolution religieuse, vous le savez, avec la révocation de l'édit de Nantes et avec la position des catholiques par rapport au mercantilisme, à l'argent, etc., l'ancien régime, si vous voulez, avait en quelque sorte façonné une culture, un art, les Lumières, qu'elles soient discutables ou pas, Montesquieu, Montaigne, l'enseignement, vous l'avez évoqué à l'instant, l'école, n'est-ce pas ? À l'école, on apprend à juger, on apprend à critiquer, on apprend à lire. Quelqu'un qui ne sait pas lire ne peut pas comprendre n'importe quel discours, et le fait d'aller sur un ordinateur, aller chercher immédiatement le résultat,
ne permet pas d'avoir la réflexion critique lorsque vous tournez des pages, lorsque vous attardez sur un passage que vous ne comprenez pas, que vous allez chercher dans le dictionnaire l'explication d'un mot. Donc il y a tout un travail intellectuel, un effort qui n'existe plus. Donc il fallait détruire l'école, on a détruit l'école. D'où le problème de la sémantique, effectivement. Vous avez eu ensuite, effectivement, la propagande par le cinéma. Et on l'a vu avec le cinéma, il faut le dire, venant des États-Unis, à savoir, et des historiens, et notamment je pense à Lormier, Hollywood, Conessa, tous ont écrit qu'en définitive, les Américains avaient fait en sorte de présenter la victoire en Europe pour la dernière guerre, à l'occasion de la dernière guerre, comme étant le succès, n'est-ce pas, venu des États-Unis. Oublions tout de même que sur 5 millions, 4 millions et demi, 5 millions de morts allemands, eh bien, les 3/4 étaient morts sur le front russe. Et que l'effondrement des troupes russes, allemandes, n'est-ce pas, et nazies, enfin au service d'Hitler, eh bien, s'était effondré sur le front russe. Et s'il n'y avait pas eu la Russie pour fragiliser, comme vous le savez, eh bien, les troupes allemandes, il eût été impossible, encore une fois, ni à la résistance et même peut-être au débarquement, de réussir ce qu'ils ont réussi. Par conséquent, depuis le plan Marshall, eh bien, nous pouvons considérer aujourd'hui tout simplement que, et ça a été l'objet des interventions de ce matin, avec des nuances que je comprends parfaitement, on peut considérer en définitive que ceux qui sont venus, non pas libérer la France, mais conquérir l'Europe, avaient commencé déjà à la suite de la dernière guerre, et notamment, comme vous le savez, au travers du plan Marshall, puisque il a fallu mettre en place une certaine économie, reconstruire l'économie, et les États-Unis avaient souhaité effectivement marquer leur emprise sur l'Europe, d'abord, puisque je vais en arriver quand même à ce qui me paraît important, je pense qu'il faut cesser de stigmatiser même, je dirais, l'Amérique, les Américains, les Anglais, les Allemands, les Russes, etc. Le problème a été totalement dépassé, vous allez comprendre pourquoi. Nous savons, et je le disais tout à l'heure, que la France a été en fait le pays le plus vulnérable. Pourquoi ? Il y a eu l'Ancien Régime, notre religion. Il y a eu la Révolution française. À la Révolution française, vous savez que déjà, on a essayé d'inonder de fausses monnaies, de faux assignats, et Napoléon Ier, qui effectivement était tout de même, qu'on le veuille ou non, un héritier et un enfant de la Révolution, proche de frère de Robespierre et de certains, on ne va pas reprendre l'histoire, a essayé de fonder une dynastie avec le succès que vous connaissez, notamment en Russie, mais il a eu contre lui, et ça c'est très important, il a eu contre lui toutes les monarchies européennes, n'est-ce pas, les alliances, mais il a eu déjà la finance contre lui. Et vous savez que le 19e siècle, il y a 2 ou 3 ouvrages qui sont absolument remarquables, notamment celui du professeur Claudio Janet sur la spéculation au 19e siècle. Vous avez eu une montée en puissance de la finance dès le 19e siècle. Et vous avez eu 2 événements majeurs que vous allez retrouver dans la liste apocalyptique du commissaire Signolet de tout à l'heure, la drogue, la finance, la banalisation du crime. Vous avez eu 2 événements majeurs. Vous avez eu l'entrisme, le souhait de l'Angleterre à l'époque, alors les îles britanniques, le Royaume-Uni, l'Angleterre. L'Angleterre, pour ouvrir des comptoirs en Chine, déclenche en 1848-1860 la guerre de l'opium. Vous savez qu'ensuite, puisque j'en veux arriver à la finance, la création d'HSBC. Donc les Chinois aujourd'hui n'ont pas oublié, et vous aviez eu une note très vindicative et très agressive de Victor Hugo, stigmatisant, condamnant le sac du palais d'été, n'est-ce pas ? Et les Chinois, quel que soit le régime politique en place, s'en souviennent. Par conséquent, le trafic de la drogue, déjà à l'époque, avait été une arme qui a été utilisée pour fragiliser les peuples, premièrement. Deuxièmement,
cette montée de la finance, elle a été accélérée. Là, vous avez les ouvrages de Galbraith, de John Galbraith. Vous avez le prix Nobel Stiglitz sur la dérive de la finance et le dévoiement des règles comptables. Mais là, je ne vais pas vous embêter avec cela. Vous avez eu petit à petit une adaptation du droit, et notamment du droit anglo-saxon, au service de l'argent et de la finance, qui n'était pas dans la culture occidentale, française, latine, n'est-ce pas, avec le droit latin, notre héritage du droit romain, eh bien, ce n'était pas dans notre culture. Donc, petit à petit, il a fallu faire évoluer le droit. Et le droit l'adapter au mercantilisme et l'adapter les règles comptables, les qualifications juridiques, la création, j'insiste bien là-dessus, pour que vous compreniez, la création des trusts et de la fiducie. Ensuite, sont venus, bien entendu, les paradis fiscaux, c'est-à-dire que vous créez un écran d'opacité entre le peuple et les pouvoirs qui sont dans l'ombre et qui dirigent et qui tirent effectivement plus ou moins les ficelles. Donc la grille de lecture, en quelque sorte, au XXe siècle, s'est beaucoup simplifiée, paradoxalement. Pourquoi ? Toutes les guerres qui ont endeuillé, n'est-ce pas, l'humanité depuis l'histoire de l'humanité, l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, tous les empires qui se sont écroulés, toutes les guerres avaient pour but de rendre en esclavage les vaincus et de piller leurs richesses. Mais il y avait une certaine facilité à reconnaître l'ennemi. Au XIXe et au XXe siècle, au travers justement de la puissance financière qui a dépassé la puissance et le pouvoir des États, vous avez beaucoup de mal aujourd'hui à savoir qui est votre véritable ennemi. Et je ne vais pas le citer ici, mais il se reconnaîtra. Il y a eu un article qui a été diffusé récemment. Qui est notre ennemi ? La première chose que indiquait Jean-Baptiste Biaggi, que j'avais rejoint sur la réforme de la justice en 1985, la première des difficultés, identifier l'ennemi. Qui est notre ennemi ? Donc aujourd'hui, pourquoi ce petit rappel de la finance du XIXe siècle ? Il faut vous rappeler un deuxième événement très important, fondamental, sinon on ne peut pas comprendre. En 1913, je ne l'invente pas, paraît-il, c'est dans l'île de Jekyll et Mr. Hyde, mais c'est Jekyll, se sont réunis des financiers, des banquiers, la Banque d'Angleterre, d'autres banquiers, et là, il y avait des banques d'origine juive, israélite, etc. Il n'y a aucun antisémitisme. Il y avait des financiers de tous bords, protestants, Warburg, Rothschild, Rockefeller, etc. Ils ont créé la banque, la Fed. La Réserve fédérale, n'est-ce pas ? Ce sont des banques et des intérêts privés qui, depuis 1913, tiennent l'économie et la finance mondiale, et notamment la City de Londres, qui a une existence, comme vous le savez, plusieurs fois centenaire, avec un Lord Mayor qui a sa place au Parlement, une place tout à fait particulière, et qui intervient sur l'orientation économique et financière, puisque c'est Londres qui fixe, comme vous le savez, le cours de l'or, n'est-ce pas ? La Fed, eh bien, avec le dollar, fixe la valeur et les taux d'intérêt au niveau mondial, d'où aujourd'hui, comme vous le savez, une tentation ou une tentative, aussi bien de la Chine, de la Russie et d'autres, d'essayer de déstabiliser le dollar. Par conséquent, vous avez en quelque sorte, dans ce que nous avons entendu depuis ce matin, au travers des chiffres, dont il faut se méfier, des statistiques, tout dépend de ce que vous mettez dans les statistiques, eh bien aujourd'hui vous avez effectivement une nouvelle forme de guerre de conquête qui n'exclut pas les armes conventionnelles, attention, il faut faire travailler le complexe militaro-industriel. C'est-à-dire que vous avez, en haut de la pyramide, vous avez la finance qui est apatride, puisque au XIXe siècle, vous avez cette montée en puissance des financiers et des banquiers qui ont toujours financé les guerres. Les Médicis, les rois, les princes avaient besoin des banques. Et l'exemple le plus connu dans l'histoire, n'est-ce pas, c'est Philippe le Bel avec les Templiers. Et lorsque le monarque, le pouvoir en place, ne pouvait pas rembourser, il faisait en sorte eh bien, de supprimer le banquier, le rapport de force, etc. Ensuite, au XIXe siècle,
eh bien, les banquiers, les financiers ont financé les belligérants des deux camps. On sait que Hitler a été financé par la banque, par les banques anglo-saxonnes et autres, contre justement, envisageant que Hitler pouvait être en quelque sorte une muraille pour lutter contre Staline et l'expansion du communisme de l'Est vers l'Ouest, vers l'Atlantique, vers l'Europe occidentale. Par conséquent, aujourd'hui, la réflexion et d'où l'intervention, je dirais, sur le plan de la vie quotidienne, n'est-ce pas, de ce que vivent tous les jours les Français. La liste que vous avez établie, monsieur le commissaire, de ce que vivent les Français quotidiennement dans leur cité, le trafic de la drogue, l'insécurité, les viols, etc. Les chiffres que vous avez cités, que je connais, à savoir qu'on était passé de 500 000 à 10 millions, et encore, les chiffres, on ne les connaît pas tous, puisque vous savez que lorsque vous allez au commissariat, eh bien, en fonction de l'encombrement, on ne prend pas toujours les plaintes. Vous prenez des déclarations de main courante, lesquelles n'entrent pas toujours dans les statistiques, etc., etc. Donc, suivant ce que vous mettez dans les statistiques, mais vous n'aurez pas, bien entendu, les mêmes résultats. Par conséquent, aujourd'hui, la France étant un pays qui a été soumis, qui a été vaincu, les vainqueurs imposent leurs lois, et j'en arrive également à ce que vous disiez à l'instant, à savoir la place du droit. Alors, la place du droit, ce que je viens d'indiquer, en découle directement. Directement, pourquoi? Les ennemis de la France et ceux qui ont la prétention de prendre le contrôle de l'économie mondiale et d'avoir effectivement une hégémonie à la fois économique, financière et monétaire, c'est très important, et monétaire, n'est-ce pas? La première des choses qu'ils veulent détruire, c'est l'État. C'est l'État. Or, ça, c'est pas de moi, c'est le professeur de droit constitutionnel Georges Burdeau. C'est très important là aussi. Le droit et l'État sont consubstantiels l'un de l'autre. Le droit n'existe pas sans l'État et l'État n'existe pas sans le droit. Pourquoi? C'est très simple. À la suite de la Révolution française, la nuit du 4 août 1789, on a aboli les privilèges. Quelques jours après, est apparue la République, n'est-ce pas, avec des soubresauts, puisque vous avez eu l'Empire, vous avez eu le Second Empire, et on est revenu à la République. Étant revenu à la République, il n'y a pas d'alternative. Eh bien, la République, c'est tout simplement le peuple souverain. Bon. Pour que le peuple soit souverain, ben, il est contraint, et la police est là, l'armée est là. Quelle est la raison d'être principale de l'État? Elle est très simple. En période de paix, assurer la sécurité des personnes et des biens. En période de guerre, faire en sorte qu'il y ait une armée digne de ce nom pour assurer la défense des citoyens. Et dès l'instant où vous détruisez l'État, eh bien, vous laissez sur un champ de bataille entièrement nu le citoyen, homme ou femme, qui est incapable de combattre. Alors, je vais en arriver à la troisième étape. La troisième étape de cette guerre de conquête du XXIe siècle, qui n'est pas toujours accessible au commun des mortels et qui donne lieu à discussion notamment avec des militaires et des policiers, c'est que cette guerre a été très insidieuse, très perverse, et effectivement n'a pu aboutir à notre défaite, je dirais, il faut bien le reconnaître, que par une forme de corruption ou de trahison de certaines personnalités qui ne souhaitaient plus défendre le territoire français, ne souhaitaient plus défendre les Français, mais ont été attirés éventuellement par l'argent, par d'autres phénomènes, mais des personnalités, effectivement, qui n'entendent plus ou qui ne croient plus en la France, aux Français, et qui ont abandonné tout patriotisme et toute idée de souveraineté. Or, malheureusement pour eux, et pour nous tous d'ailleurs, c'est qu'il y a des passages comme cela, et nous en sommes là, où nous sommes effectivement un pays vaincu, et les nouvelles armes qui ont été utilisées pour nous déstabiliser ont été les suivantes. Premièrement,
et ça je le dis toujours, l'argent a pris une place fondamentale, c'est-à-dire que la perte, n'est-ce pas, puisque depuis 1973, et la Banque de France ne peut plus prêter à l'État français, aller chercher de l'argent sur les marchés financiers, vous avez une dette, et là aussi les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, mais on va retenir ceux qui sont apparemment officiels, vous avez une dette qui dépasse 3 000 milliards d'euros. Par conséquent, lorsque vous endettez un pays, vous l'asphyxiez. Ensuite, vous avez des intérêts qui sont versés tous les ans, qui vont atteindre bientôt 60 milliards par an. Et, puisque j'évoque toujours la finance et que l'inspection des finances et Bercy vous donnent des cours, n'est-ce pas, sur la croissance, sur le PIB, sur les 2%, les 3%, enfin, tout dépend de ce que vous mettez dedans. Or, il y a une chose qui est très importante, et le commissaire Signolet l'évoquait tout à l'heure, l'explosion du trafic de la drogue. Posez-vous la question, pourquoi ai-je évoqué la pénétration de l'opium, la guerre de l'opium en 1860-1848 par les Anglais? Eh bien, en 2014-2015, des magistrats m'ont averti, puisqu'ils savaient qu'on travaille sur ces problèmes de la pénétration de l'argent criminel dans l'économie légale, avec tout ce que ça entraîne, n'est-ce pas? On a introduit le trafic de la drogue dans le calcul du PIB des pays membres de la communauté. Terminé. Je pense que tout le monde a compris. Qui tient le trafic de la drogue dans le monde? Donc, ceux qui contrôlent le trafic de la drogue, il n'y a jamais eu de guerre. Marianne publiait il y a quelques jours, Le Monde l'avait publié également, la guerre contre la drogue est perdue. Mais il n'a pas été perdue, elle n'a jamais été menée. Il n'y a jamais eu de guerre contre le trafic de la drogue. Il y a eu une guerre pour le contrôle du trafic de la drogue. Nuance. Très important. Toutes les guerres, Afghanistan, Triangle d'Or, cartel, toutes les guerres ont été menées par certains pays, et notamment les milieux financiers, puisque vous savez que les cartels et aux États-Unis, les blanchiments, les opérations de blanchiment sur les places financières permettent de renflouer indépendamment de la planche à billets, n'est-ce pas, permettent avec les liquidités de renflouer le cash-flow des banques avec les ratios en matière bancaire, etc., etc. Par conséquent, malheureusement, alors ensuite on peut très bien, là je n'ai pas tous les éléments, savoir si le trafic d'armes, le trafic d'êtres humains, les migrants, qu'est-ce qui rapporte le plus? Jusqu'à présent, de tous les chiffres que nous connaissons, ce qui a enrichi le plus les organisations criminelles, c'est le trafic de la drogue. Le trafic de la drogue a fait exploser la finance mondiale. Pour 3 raisons. Très très simples. Ceux qui contrôlent ces trafics, ça a été d'abord les États et les services spéciaux. Tous les services avaient les caisses noires, les contrôles avec les seigneurs de la guerre dans les différentes zones. Moi, j'étais abonné pendant 15-20 ans à l'Observatoire géopolitique des drogues qui donnait toutes les semaines, tous les mois, je crois, une revue qui était comme le Financial Times. Il n'y avait pas de côté moral, bien ou mal, qui donnait les tonnes de drogue, les tonnes d'héroïne, le pavot, la cocaïne, les pays producteurs, ceux qui les contrôlaient et tous les circuits financiers. Par conséquent, la drogue avait 2 avantages: empoisonner une jeunesse, empoisonner des populations pour les rendre dépendantes, et vous enrichir avec le poison que vous vendez. Avec ça, effectivement, ça explique ce que rappelait tout à l'heure le commissaire Signolet, à savoir, et d'ailleurs, c'est un article de Valeurs Actuelles, je crois, de 2019, le journaliste s'est suicidé avec 2 balles dans la tête. Il avait évoqué les accords passés entre la CIA et les cartels pour permettre la diffusion des drogues par certains cartels en contrepartie de certains. Il fallait qu'ils achètent des armes au complexe militaro-industriel, etc. Il y a eu des articles là-dessus aux États-Unis et bien sûr ça a donné lieu à une polémique, mais la drogue d'une manière générale a été une façon de fragiliser des populations, n'est-ce pas? Et à Marseille, vous avez des articles dans Le Monde, hein, c'est sorti il y a 2-3 ans, 3-4 ans. Vous aviez les policiers des stupes qui disaient « c'est à vous dégoûter de travailler ». Un jeune dealer
5 à 10 000 euros par mois en espèces. Vous n'allez pas envoyer ces jeunes-là, ils n'ont pas envie d'aller à l'école ou d'aller à l'usine, ou d'apprendre à être plombier, à être peintre en bâtiment, ou de faire des études. Donc ça fait partie des paramètres. Et dans la liste, effectivement, qui a été énoncée tout à l'heure, il faut en comprendre la raison, à savoir que ça fait partie du système mis en place pour asservir une population et s'enrichir sur le fait que la drogue est vendue. Ensuite, vous avez l'immigration avec, vous connaissez maintenant les chiffres qui ont été produits sur le coût pour faire rentrer un migrant en France par les organisations criminelles du type albanaise ou autre. C'est à peu près, ça varie, si c'est l'âge de la personne, une femme, un homme, ça peut varier entre 5 et 10 000 euros par individu. Bien. Donc tous ces trafics, petit à petit, permettent d'avoir une invasion civile avec des personnes qui ne sont peut-être pas toujours là, et ça a évoqué ce matin, pour travailler, pour être assimilées, mais ça donne effectivement une population qui n'a pas notre culture, qui n'a pas le sens du droit, qui n'a pas le minimum de sens civique, n'est-ce pas, et qui va être corvéable à merci, ou bien pour faire des travaux sous-payés, ou bien surtout pour rentrer dans cette forme de délinquance qu'on a évoquée tout à l'heure. Par conséquent, je reviens à l'État et le droit. Vous n'avez plus d'État, donc il faut rétablir les pouvoirs régaliens de l'État. Il y en a deux seuls fondamentaux, la justice en période de paix, l'armée, lorsqu'il y a effectivement, on l'a vu, on évoquait les OPEX, les opérations extérieures, mais dans le contexte actuel, il est très important d'avoir effectivement des militaires et peut-être même rétablir le service militaire. Par conséquent, avant d'évoquer les chiffres, parce que je dirais que depuis 30 ans, alors là, je terminerai là-dessus, certains intellectuels, alors je ne parle pas de gauche ou de droite, parce que le débat gauche-droite est totalement dépassé, hein, je pense qu'ici, tout le monde en est convaincu. Mais lorsqu'on parle de croissance, lorsqu'on parle d'inflation, de monnaie, etc., ben, écoutez, vous avez le rapport de Jacques Bichot. Jacques Bichot, professeur d'économie à Lyon. En 2012, le coût de la criminalité en France dépassait déjà 150 milliards par an. En 2012, le coût de la criminalité. Donc déjà, avant de nous donner des cours, n'est-ce pas, on évoquait les charges qui pèsent sur les PME, les impôts. Mais déjà, le coût de la criminalité, il faut savoir les effets directs et indirects que cela engendre. C'est-à-dire qu'un jeune dealer, un jeune qui a touché à la drogue, qui est tombé dans la drogue, puisqu'il y a une inégalité face à l'addiction, qu'elle soit la cigarette, la drogue, l'alcool, tous les individus sont inégaux face à ce type de phénomène. Et vous savez que le THC qui est contenu, un commissaire divisionnaire, notamment du 19e arrondissement, me disait, mais écoutez, c'est très simple. Le THC doit être dosé, je crois, à 10 ou 12% à l'époque. Je crois que c'était 12%. Eh bien, les dealers, ils le vendent petit à petit, les dealers à côté, à 25-30%. Ce qui fait que petit à petit, eh bien, ce qu'on a voulu essayer de légaliser, vous avez le marché parallèle. Alors ensuite, vous avez la cocaïne, le crack, l'héroïne, avec tout ce que ça engendre. Donc des personnes qui ne sont plus capables de travailler, qui vont devenir dépendantes, la maladie, le chômage, etc., etc. Bien. Donc vous avez Jacques Bichot, à l'époque, plus de 150 milliards. Le coût et aujourd'hui, ça doit être bien au-dessus. Et la drogue représente là-dedans 10-15%, puisqu'on a envisagé, et les chiffres, nous ne les connaissons pas, le trafic de la drogue, ça peut être entre 2,5, 3 milliards à 4 milliards par an, avec le chiffre d'affaires, les revenus, etc. Ensuite, vous avez le rapport du juge Prats sur la fraude sociale. Il a fait un rapport d'abord de 50 milliards par an. Ensuite, un second rapport de 100 milliards par an. J'évoquais tout à l'heure les 60 milliards d'intérêts de la dette. Donc vous faites la somme de tout cela. C'est-à-dire qu'un État qui commencerait déjà à faire appliquer les lois qui existent, parce que les lois existent, le code pénal est très bien fait. Contravention, délit, crime, encore faut-il savoir dans quelle catégorie. On disqualifie parfois les crimes pour les correctionnaliser, pour des raisons que le commissaire Signolet connaît très bien, n'est-ce pas, indépendamment du fait que la sémantique va
disqualifier déjà, sur un plan pénal, les sanctions qui pourraient être appliquées. Alors, une démobilisation, effectivement, des services de police, ce qui était inimaginable il y a 20 ou 30 ans, des policiers qui doivent se protéger, qui doivent effectivement protéger leur famille, sur lesquels on a tiré à la Kalachnikov dans certains quartiers pour interdire l'accès, etc. Je veux dire, c'est totalement aberrant. Pour ceux qui travaillent sur ces sujets-là depuis 30, 40 ans, avec les services de police, les services de l'armée, avec des juges, nous sommes effarés de cette évolution. Donc elle ne peut être compréhensible que parce qu'effectivement, un pays qui, dans l'immédiat, est vaincu, est soumis à ses vainqueurs, eh bien, les lois qui sont appliquées, ce sont les lois des vainqueurs, et notamment le professeur Philippe Simoneau, décédé il y a 2 ans, je crois, avait écrit un ouvrage assez remarquable, La monnaie, c'est imposture. Et dans un des chapitres sur la monnaie, il avait introduit quand même un élément tout à fait nouveau. Vous avez sans doute entendu parler très souvent de l'État islamiste. Lui, il avait évoqué l'État mafia. C'est-à-dire que parmi les belligérants, qui étaient ceux du début du XXe siècle, des grandes puissances financières, eh bien, petit à petit, vous avez eu des organisations criminelles, je ne vais pas les citer toutes, n'est-ce pas, chinoises, italo-américaines ou italiennes, albanaises et autres, qui ont pénétré dans le monde de la finance, qui ont créé leur monde bancaire, et nous avons décerné, puisque vous l'avez rappelé, nous avons créé en 2009 le prix Giovanni Falcone, que nous l'avons décerné cette année au commissaire divisionnaire Michel Quillet, commissaire divisionnaire qui était en charge du crime organisé en Europe, dans les services de l'Europe, et on l'a décerné à Michel Quillet, et par conséquent, l'année dernière, nous l'avions décerné à Diana Vilgas, franco-colombienne, pour sa thèse sur l'ordre juridique mafieux. C'est-à-dire que petit à petit, les puissances financières qui contrôlent à la fois l'économie et qui peuvent contrôler d'ailleurs certaines personnalités politiques, quels que soient les pays, et les pays démocratiques qui veulent être des démocraties sont les plus vulnérables, n'est-ce pas, imposent la modification de l'ordre juridique au profit de leurs intérêts, à savoir intérêts financiers et sur le plan pénal, je pourrais caricaturer en quelque sorte, parvenir à tuer, à assassiner et à voler ou à piller en toute impunité. C'est-à-dire que vous banalisez le crime, vous banalisez le vol petit à petit, et dans l'esprit des citoyens, je dirais, il y a une espèce... D'abord, il y a un sentiment d'impuissance, il y a surtout un sentiment d'impunité, puisque la conscience qui existe encore dans l'esprit des citoyens, ils sont un peu désespérés en disant « nous ne comprenons pas », mais dès l'instant où l'État ne remplit pas ses pouvoirs régaliens, eh bien, le citoyen, encore une fois, est totalement impuissant et totalement nu. Donc la réflexion et l'intérêt de ces colloques successifs, c'est de rappeler les bases, n'est-ce pas, ces éléments d'information qui, à mon avis, sont indispensables, et ensuite essayer de promouvoir des réformes comme celle de la démocratie directe, puisque la démocratie directe permet justement aux citoyens de proposer des lois, des votations qui donnent lieu à discussion, parce qu'il y a une méconnaissance totale de ce qu'est la démocratie directe, c'est-à-dire que le débat, une loi qui est proposée donne lieu à un débat avant qu'elle ne soit soumise au vote, ce qui n'empêche pas le rôle des parlements. Et je termine également là-dessus, ce qui est fondamental, la loi, et je citerai Beccaria, Beccaria écrivait « Ce qui compte, ce n'est pas la rigueur de la peine, c'est la certitude de son application. Si vous n'avez pas une loi qui existe, qui est appliquée, elle est lettre morte. » Or, malheureusement, la grande force et la puissance des organisations criminelles, notamment mafieuses, c'est qu'ils appliquent la rigueur de la loi, ils ont assassiné quasiment en toute impunité, et on a les démocraties, si elles veulent effectivement survivre, et pour tous ceux qui veulent défendre en quelque sorte nos principes, nos valeurs et, je dirais, notre patrimoine, eh bien, c'est une réflexion qui doit être conduite sur un plan institutionnel, à savoir promouvoir une institution judiciaire digne de ce nom et peut-être la démocratie directe.
qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Ne pensez-vous pas que les médias ont participé à l'effondrement de la justice aujourd'hui? Je pense qu'ils ont contribué, oui, c'est évident. C'est ce que j'expliquais dans mon texte. Hein. Il y a une collusion qui me semble évidente hein, entre l'élite politique, l'élite intellectuelle, l'élite médiatique. Hein, on le voit bien. Hein. Et à travers certains messages subliminaux que l'on voit dans les médias, on voit bien qu'on nous emmène tout doucement vers une espèce de pensée unique. Je suppose que vous avez tous remarqué le changement dans les spots publicitaires. Je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant il y a une diversité. À chaque fois, on voit obligatoirement quelqu'un de couleur. Très souvent, d'ailleurs, c'est pas lui qui conduit, mais c'est la femme blanche à côté qui conduit, etc. Moi, à chaque fois, je m'amuse à regarder ça et je me dis bon, bah, on voit bien que d'une manière subliminale, on veut nous imposer une façon de réfléchir, une façon de concevoir la vie. Donc quelque part, les médias, oui, sont complices. Pensez plus au fait que systématiquement parlant, les médias occultent le nom des gens qui perpétuent des crimes. Oui, mais ça, d'un autre côté, c'est la loi. Hein, ils sont tenus de ne pas, surtout par exemple pour les mineurs, hein, c'est une obligation. Pareil, de ne pas montrer le visage. Il y a, aussi curieux que ça puisse paraître, vous voyez, j'ai dit qu'il y avait un espèce d'effondrement du système judiciaire, et d'un autre côté un renforcement, parce qu'on voit bien qu'il y a il y a une multitude de possibilités de contentieux judiciaire dont il faut tenir compte. Donc les médias doivent être très prudemment, évitent de montrer des visages, évitent de citer des noms, etc., pour pas se retrouver également au tribunal. Pour le coup, attends, je vais juste poser du coup ma question, puis je poserai la vôtre. Est-ce qu'on va pas assister là au retour à la légitime défense? Là, dernièrement, je lisais un article où des propriétaires d'un logement s'étaient fait justice eux-mêmes avec des squatteurs, je crois. Ils les ont déshabillés, ils les ont mis à poil. Et puis, est-ce que c'est pas ça le risque? Parce que la sécurité, ça va dans les deux sens, bien sûr, mais est-ce que du coup, ça va pas devenir la jungle en fait avec cette absence de droit? Tout d'abord, oui, pour compléter la réponse pour ce qui concerne les médias, si j'ai évoqué aussi longuement la place de la finance, vous l'avez compris, vous le savez fort bien, n'est-ce pas? Les grands médias sont tenus par la finance. Bon, par conséquent, excusez-moi, je vais être caricatural, c'est la voix de son maître. Bon, premièrement. Deuxièmement, la légitime défense, en fonction de la formation, de la qualité, de la sensibilité politique du juge, la notion de légitime défense ne va pas être perçue de la même façon. Vous avez eu effectivement, et le commissaire Signolet le sait, autant que rentrer en pleine nuit par effraction à l'époque, c'était la cour d'assises. Hein, je crois. Hein. C'était la cour d'assises, c'est-à-dire rentrer par effraction dans un appartement et le paysan qui avait son fusil, son 12 ou son 16, et avec ses chevrotines et qui tuait, etc., n'était pas condamné. Je veux dire, il était en état de légitime défense, il défendait sa famille. Aujourd'hui, effectivement, la sensibilité c'est pas innocent, et ça rejoint exactement ce que vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas du tout innocent. C'est-à-dire que on a tendance à défendre. Alors, là, il y a deux attitudes philosophiques sur lesquelles on ne va pas rentrer, hein, à savoir que c'est la société qui, n'est-ce pas, est coupable et l'individu, bon, etc. Non, vous avez de tout. Vous avez de tout. Là, chaque individu est une personne qui a son autonomie et qui a la possibilité de choisir à chaque époque de sa vie. Alors, vous avez des atténuations sur le plan pénal pour des raisons pathologiques, je dirais. Mais effectivement, vous pouvez avoir des juges dont la sensibilité politique va avoir une indulgence beaucoup plus grande pour l'agresseur que pour l'agressé. Et vous avez la même perception en matière de viol, en matière de stupéfiants, etc. Donc, par conséquent, ce que vous dites sur le risque de milice et de création, je dirais que le chaos, il faut s'en méfier parce que le chaos profite au système mafieux.
Le chaos profite au système mafieux. Face à un système, nous sommes revenus à un système féodal. Dès l'instant où il n'y a plus d'État, on revient à la féodalité. Et lorsqu'il y a le chaos, mais la seule chose que craignent les voyous, ils n'ont d'abord aucun respect pour les juges, aucun respect pour les policiers, pour les avocats, un mépris total pour la loi. La seule chose qu'ils craignent, effectivement, c'est la violence, c'est la peine de mort. La puissance des organisations criminelles, c'est qu'elles appliquent leurs lois. Ceux qui ne respectent pas leurs règles sont assassinés, sont tués. Voilà, un point, c'est tout. Par conséquent, le risque, effectivement, de la notion de légitime défense, moi j'y crois beaucoup. Les Français sont en état de légitime défense. Mais il faut rester sur le plan de la légalité et faire en sorte de promouvoir des institutions qui permettent justement d'exercer cette légitime défense sans en avoir les représailles. Allez-y, je vais... Regardez si celui-là fonctionne, parce que du coup... Ouais, ça marche, bon, bah voilà, c'est plus simple. Oui. Ça fonctionne ? Oui, j'ai une question pour Maître Samviti. Dans le cadre de l'intégration de l'argent sale recyclé officiellement dans la finance, ce qui concerne la France, donc 4 milliards, j'essaie de comprendre la régulation qui se fait entre la baisse de l'État et la finance. Comment ça se régule dans le sens où d'un côté, il y a 152 milliards pour réparer les dégâts donc des addictions et des trafics de drogue qui sont donc à la charge de l'État. Et de l'autre côté, ces organisations criminelles qui recyclent l'argent au sein de la finance internationale. Comment ça peut se réguler? Parce que quelque part, il y a une contradiction, si vous voulez, entre la finance et l'État à ce moment-là. Quel est le rapport de force entre les deux? On le voit aussi avec l'affaire Biden, du fils de Biden, Hunter Biden, impliqué dans des trafics de stupéfiants, et donc forcément relié au réseau des démocrates. Voilà, j'essaie de comprendre à un niveau comment ça se régule et qu'est-ce qu'on a comme moyen de pression. Ce que j'ai essayé d'évoquer, pour ne pas reprendre tout ce qui avait été parfaitement explicité depuis ce matin, et c'est vrai qu'en fonction de la qualité des intervenants, j'essaye de compléter un petit peu sur les sujets qui n'ont pas été abordés. D'où je suis allé sur le terrain de la finance et je vais essayer de schématiser pour répondre à votre question. Premièrement, les 150 milliards évoqués par le professeur Jacques Bichot en 2012 ne comprenaient pas exclusivement le trafic de la drogue. Le trafic de la drogue représente les effets directs et indirects de trafic de la drogue pouvaient représenter à peu près chaque année 3, 4, 5, 10 milliards. On ne sait pas vraiment, parce que là-dedans, vous avez les vols, les viols, la prostitution, avec les effets directs et indirects. Je m'explique. Lorsque vous introduisez, et c'est en cela que c'est très important, ça fonctionne bien, non? Oui, ça va là? Bon. C'est très très important. Pour la première fois, un économiste, un financier, avait abordé les coûts directs et indirects de la criminalité. Or, c'est un sujet qui n'était jamais abordé, n'est-ce pas? On vous parle de la monnaie, de l'inflation, des 3% qu'il ne faut pas dépasser, etc., du montant de la dette, mais on n'évoquait jamais le coût de la criminalité, c'est-à-dire l'application de la loi. C'est-à-dire les lois qui existent, qui seraient appliquées, limiteraient, vous ne reviendrez jamais à zéro, n'est-ce pas? Il faut être lucide, la criminalité, c'est un problème de proportion. Mais lorsque, justement, on passe du domaine du droit au domaine de la guerre, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on tire des profits considérables. Et pour répondre à votre question, premièrement, et ça, c'est la Commission européenne a introduit effectivement dans le calcul du PIB des États membres le chiffre d'affaires de la drogue, que l'on ne connaît pas. Il peut varier en France, il a été évalué au plus bas entre 2,5 milliards à 3 milliards, à 4 à 5 milliards. On ne le connaît pas, premièrement. Deuxièmement, ceux qui contrôlent ce trafic et qui reçoivent cet argent, ça leur permet
de financer, d'acheter, il faut le dire, dans tous les, peut-être de corrompre des hommes politiques, d'acheter des politiciens, des juges, peut-être des policiers. Tous ceux qui sont au service de l'État peuvent être fragilisés, achetés, corrompus. Donc, je dirais, ça entretient un système. Mais cet argent est blanchi ensuite et réintroduit sur les marchés financiers. Et si vous prenez au niveau mondial, tous les pays dans lesquels vous avez des trafics de la drogue plus ou moins importants, et l'exemple, alors là, le plus criant, le plus évident, c'est celui des États-Unis, n'est-ce pas? Cet argent est blanchi sur les places financières qui existent, et une fois qu'il est blanchi, il ne faut pas croire, et ça c'est une grande erreur qui a été commise très souvent, enfin, erreur, je pense qu'elle est volontaire d'ailleurs, c'est de dire ben, cet argent sert à faire tourner l'économie. Pas du tout. Cet argent est demeuré captif entre les mains de ceux qui en assurent le blanchiment. Le livre qui a été écrit sur ces sujets-là par Jean de Maillard et par des magistrats il y a une vingtaine d'années s'appelait « Un monde sans loi ». Et il décrivait parfaitement les différentes étapes du blanchiment de l'argent criminel. La déperdition du blanchiment de l'argent criminel varie entre 10 et 20% pour les intermédiaires. C'est-à-dire qu'un gramme de cocaïne qui peut varier en fonction... Alors, vous avez un gramme de cocaïne, par exemple, à 80 €, par exemple, suivant le degré de qualité. Il peut monter à 100 €. Alors, lorsque vous avez une prise de cocaïne, vous avez les dealers qui disent « Ah ben attention, là, vous avez vu, au Havre, on a pris 2 tonnes de cocaïne, etc. Là, on a été prise. Ah ben le gramme de cocaïne, il n'est plus à 80 €, il va être à 100 ou 120 €. Bien. Donc, vous avez comme ça ce que l'on appelle une économie du trafic de la drogue qui peut être manipulée et qui peut faire monter les cours, premièrement. Deuxièmement, vous avez effectivement le blanchiment et les organisations qui contrôlent ces opérations de blanchiment contrôlent également le produit. Ce ne sont pas les banquiers, ce ne sont pas les financiers, ni les avocats qui peuvent participer, ou les experts comptables, ou les cabinets, puisqu'il y a des intermédiaires qui sont des professionnels. Hein. Avec les trusts, avec la fiducie, les trusts et la fiducie, créent des institutions d'opacité, n'est-ce pas, qui empêchent de connaître l'organisation criminelle. Avec Laurent Hincker, qui a créé le prix Falcon en 2009 avec moi, malheureusement Laurent est décédé il y a 2 mois, nous avions, il y a quelques années, participé à un colloque tous les deux, où on répondait justement aux invités sur les pouvoirs invisibles. Et effectivement, il y a plusieurs années de cela, c'est pour ça que j'essaye aujourd'hui d'introduire un petit peu, de sensibiliser les personnes, les citoyens français à ces sujets, parce qu'on n'en parle jamais. Ce sont les organisations criminelles, par définition, disent « nous n'existons pas ». C'est-à-dire que la grille de lecture qu'il faut que vous ayez, vous avez l'instigateur, le commanditaire et l'exécutant. Et cette grille de lecture, vous l'appliquez à tous les niveaux. Lorsque vous avez un crime qui est commis, que ce soit l'assassinat d'un homme politique, vous avez l'exécutant qui est plus ou moins connu. Nous, on arrive peut-être parfois à l'arrêter. Et vous avez les commanditaires qui a ordonné à cette personne d'exécuter. Et puis, vous avez ceux qui avaient intérêt à demander aux commanditaires « réglez-nous ce problème ». Par conséquent, le blanchiment, cet argent, eh bien, il remonte dans les marchés financiers, il est détenu par des puissances financières occultes. Alors, vous aviez, il y a 30 ans, moi je sais que, travaillant sur ces sujets-là depuis maintenant, les années 80-85, en 85, j'ai rejoint une association sur la réforme de la justice, et en 1989, j'ai rejoint Yvan Blot pour introduire en France la démocratie directe, pour l'adapter à la France. Eh bien, lorsqu'on évoquait à l'époque la trilatérale, le Bilderberg, les organisations dites secrètes, etc., on passait pour un complotiste, pour un paranoïaque, etc. Puis petit à petit, vous apercevez aujourd'hui avec Davos, avec Schwab, avec etc., on en parle tout à fait librement. On dit, voilà, c'est le Bilderberg, c'est le Rockefeller, c'est... Alors, il faut voir que les noms qui sont livrés en pâture, ça c'est très important. Les noms qui sont livrés en pâture, et je ne vais pas les citer aussi avec les occasions du Faucide, sont des personnes, on leur permet d'exister,
Parce qu'ils sont eux-mêmes au service, même s'ils sont milliardaires, de personnes au-dessus qui leur disent « Bon, ben, on vous laisse le soin d'exister, de servir nos intérêts. » Vous avez un livre qui a été écrit par un journaliste israélien qui s'appelle les exécutions extrajudiciaires du Mossad, parce que comme tous les services spéciaux, le MI6, la SIA et les autres, vous avez des assassinats ciblés, quel que soit le niveau du financier en place qui va assurer le blanchiment. Je peux vous dire une chose qui est certaine. Il n'y a pas de contrat, il y a uniquement un rapport de force. Ou il respecte ce qu'il doit faire, ou il est mort. Le Nasdaq, et je termine là-dessus, vous avez des articles, il y a 10 ans, le Nasdaq a été manipulé par certaines organisations criminelles italo-américaines. Ils faisaient baisser les cours du Nasdaq, ils blanchissaient en achetant au plus bas, et ensuite ils faisaient monter les cours pour revendre. C'est-à-dire que vous achetez, n'est-ce pas, à 100 € l'action, vous la revendez à 200. Si vous avez 1 milliard ou 500 millions de dollars à blanchir, vous voyez le bénéfice. Voilà. Et ça vous explique les opérations de blanchiment avec effectivement des intermédiaires qui prennent au passage 10 ou 15%. Mais ce qui vous explique également que, et Boutros Ghali l'avait 1 an avant sa mort, l'avait évoqué, dans le monde aujourd'hui, eh vous avez des puissances financières qui ont la puissance de certains États. On ne peut plus raisonner en termes d'États. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler des Américains, etc. Vous avez des puissances financières qui contrôlent des États ou qui peuvent être des électrons libres et qui servent leurs propres intérêts.